Oui, c'est vrai. Il y avait une réception américaine qui pas là-bas. Ah non, dit on pouvait faire rentrer par ça.
demande votre attention. Vous pouvez approcher, hein, parce que d'autres personnes vont encore arriver, je suppose, je l'espère. Je vous demande donc quelques instants votre attention et même peut-être, pardonnez-moi, votre contention. Si vous le cherchez encore, ne le cherchez plus. Nous avons renoncé à une symbolique, celle de la rupture d'un ruban inaugural. Pour des raisons pratiques essentiellement, mais peut-être aussi sans doute parce que ce rite, cette procédure, fait quelquefois penser, me fait personnellement quelquefois penser à un lâcher de concurrent, un lâcher de compétiteur, à un investissement de l'ouvrage nouveau à découvrir. Dans cette maison qui est celle d'un ordre d'avocats, il y a des principes sacrés, très forts. Et parmi ces principes, il y en a un, c'est l'égalité. L'égalité entre tous, quelle que soit l'ancienneté, quel que soit le talent, quelle que soit l'origine ou les distinctions, égalité. Et aujourd'hui, c'est pas autrement qu'un autre jour, c'est l'égalité. Il y a certes de la compétition chez nous, mais il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Excusez-moi, monsieur le Premier Président, ou plus exactement, et sous réserve aujourd'hui de la seule considération protocolaire, il n'y a que des premiers, vous êtes tous, pour le barreau de Béthune, des premiers. La présence de chacun de vous, qui est le signe d'une amitié, d'une sympathie, d'une considération pour le barreau, c'est pour nous autant de premiers prix, mais à l'inverse d'une compétition, ce ne sont pas les concurrents qui reçoivent les trophées correspondants, ce sont eux qui les amènent, et c'est le barreau qui les reçoit. Et sachez bien que le barreau va les mettre précieusement, pieusement dans la vitrine de son souvenir pour en tirer le plus longtemps possible toute la force et toute la mémoire. Alors pas de ruban, mais malheureusement je ne peux pas vous affranchir, vous libérer d'un quota minimum de verbes. Il y a quand même quelques petites choses à vous expliquer ou à vous présenter. Alors rassurez-vous, juste après votre serviteur, vous réveillez votre intérêt, une allocution de monsieur le ministre-maire de Béthune, Jacques Mélic, qui a accepté, et je l'en remercie d'ores et déjà, de présider cette petite cérémonie et d'apposer sur son procès-verbal le sceau, l'empreinte de l'authenticité. Le rêve est devenu une réalité. Cette réalité qui commence aujourd'hui, qui nous entoure, qui nous accueille aujourd'hui. Je dis bien le rêve. En effet, il y a 3 ans et demi, 4 ans, c'est une pulsion d'ordre presque exclusivement onirique qui pousse le barreau de Béthune à s'intéresser à une opportunité d'achat. Comme toute expression du subconscient, c'est en réalité la manifestation de désirs, de souhaits qui ne pouvaient pas se réaliser. En l'occurrence, 2 désirs. Une légitime aspiration et une juste ambition. L'aspiration, c'est le pourquoi. L'ambition, c'est le comment. Alors l'aspiration d'abord, c'est-à-dire le pourquoi. Depuis toujours, c'est depuis l'origine, les barreaux, les ordres d'avocats, disons les barreaux pour être plus simples, étaient, et sont encore, je suppose pour la plupart, je n'ai pas les chiffres, mais étaient dans la maison de la mer, si je peux dire, hébergés dans ces palais par la justice. Je dis la mer parce que je n'ai pas trouvé de père. La plupart de nos valeurs, références sont essentiellement du genre féminin. Il y avait bien le droit, mais pas droit, le père droit, je ne sais pas si ça fait bien convenable. Donc les barreaux étaient dans la maison de la mer. Mais dès qu'ils en ont la possibilité, et là il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie, dès qu'ils en ont la faculté budgétaire, leur première grande réalisation, la plupart du temps, c'est de quitter la maison de la mer. Alors pourquoi cela ? C'est pas de la fuite, c'est pas de l'évasion, c'est pas de la trahison, c'est pas du reniement, ce n'est pas de la défiance. Je vois personnellement à cette démarche des raisons de 3 ordres. Raisons d'ordre psychologique, raisons d'ordre éthique ou politique au sens de l'organisation de l'efficacité, et des raisons pratiques, pragmatiques. Raisons psychologiques d'abord. Lorsque le barreau est dans la maison de la mer, pour reprendre mon expression, il y a un risque dans la perception commune du justiciable, c'est-à-dire de tout le monde, risque de ne pas le savoir, risque de ne pas le voir, ou risque de mal le voir. Je viens d'employer une expression, permettez-moi une parenthèse, je viens d'employer un mot qui ne me plaît pas beaucoup, qui ne m'a jamais plu beaucoup, c'est le mot justiciable. D'abord
que ça ressemble trop à contribuable, je m'excuse, mais aussi parce que le suffixe ne fait jamais penser qu'à une possibilité, qu'à une probabilité de justice. Le justiciable étant celui qui va tenter sa chance, dont il est possible, dont il est probable de penser qu'il va recevoir la part de justice qu'il demande, mais c'est peut-être SGDG sans garantie particulière du gouvernement, si je puis dire. J'ai entendu une autre formule, consommateur de justice. Ça me gêne quelque part, je ne suis pas sûr que la justice soit un bien absorbable, digérable et rejetable. Je pense personnellement à quelque chose de beaucoup plus simple, demandeur, tout simplement, demandeur de justice, demandeur de droit et de justice, celui qui va demander la justice à laquelle il a droit, même s'il ne reçoit pas le plein de ses réclamations. Donc il y a un risque lorsque le barreau est dans le palais de justice, pour parler simplement, risque de le voir confondu, de le voir fondu dans la justice elle-même. Risque de ne jamais le considérer que comme une sorte de rouage, une sorte d'abstraction d'ordre purement administratif. Le barreau est un ensemble inclus dans la justice et reste bien entendu un ensemble inclus dans la justice, mais ce n'est pas un sous-ensemble de la justice. J'estime qu'il est de plus en plus nécessaire, qu'il est de plus en plus important de le différencier, de le distinguer, et pour ce faire, de l'isoler. C'est tout le symbole de la défense elle-même qui me paraît devoir être mis en évidence, mis en lumière, distingué, différencié, donc isolé. Je pense que la justice, de nos jours, a autant de droits qu'autre chose, la culture par exemple, d'avoir sa ou ses maisons. Et je dirais même surtout maintenant, et surtout à partir de maintenant 92, parce que la profession d'avocat vient de changer. Elle vient changer non pas de visage, car ça ne se voit pas encore. C'est en 2 janvier 92 que les nouveaux ex-avocats se sont mis à faire de la rédaction d'actes ou de la consultation de conseils d'entreprise. C'est pas non plus le 2 janvier 92 que les ex-conseils juridiques sont venus envahir les prétoires pour plaider. Mais incontestablement, la profession a changé de nature et cette nature est caractérisée, sera caractérisée dans l'avenir, dans les années à venir, car il faudra un temps très long, caractérisée par l'ouverture, c'est-à-dire qu'en plus de la partie strictement judiciaire de la mission de l'avocat, va venir s'ajouter une partie qui ne sera plus strictement judiciaire et qui sera tout aussi importante. Donc je pense que c'est important à partir de maintenant d'isoler le barreau, d'isoler la défense. Je crois que la défense a droit à sa maison. Raison d'ordre éthique maintenant ou politique. Lorsqu'on quitte la maison de la mère, lorsqu'on quitte la maison des parents, pour parler simplement, ça fait penser à une lignée, ça fait penser à un enfant devenu grand, adulte, majeur indépendant qui s'installe, qui cherche à s'établir. À ceci près que les barreaux sont grands, adultes, indépendants, toujours bien entendu, mais une autonomie qu'ils n'ont que depuis peu grâce aux législateurs. Alors je le disais tout à l'heure, un enfant qui cherche à s'établir, à s'installer, on ne va pas dire qu'il fuit, on ne va pas dire qu'il s'évade, on ne va pas dire qu'il trahit, etc. Tout ce que je vous disais tout à l'heure. Alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire exactement le contraire. Lorsqu'on cherche à s'établir, à s'installer, c'est exactement le contraire. C'est pour mieux faire ce pourquoi on existe. C'est pour être et devenir mieux soi-même. C'est pour prendre toute sa dimension personnelle. C'est pour mieux honorer ses devoirs, pour mieux honorer ses missions, pour mieux honorer ses responsabilités, pour s'épanouir, comme on dit, couramment. Dans le mot maison, la racine du mot maison en latin, si je me souviens bien, veut dire rester. Rester dans sa maison. Mais rester dans sa maison, ça ne veut pas dire rentrer chez soi et s'enfermer, rester assis, rester immobile. Ça veut dire exactement le contraire, et je disais épanouir tout à l'heure. Avoir sa maison, avoir son siège, ça veut dire mieux s'ouvrir sur l'extérieur, sur tous les extérieurs. Et de ce point de vue, la maison de l'avocat, c'est tout le contraire d'une maison d'arrêt, si je peux dire. Au contraire, c'est une maison de pas en avant, une maison de progression, une maison donc d'ouverture, et c'est tout le contraire également d'une maison de retraite ou d'une maison de repli, bien entendu. Là aussi, ouverture, excusez-moi de le répéter, mais je le répéterai encore. J'emploierai une dernière formule sur ce point, en disant que le barreau de Béthune a traversé la place Lamartine, laissant à sa place, bien entendu, la maison de la justice. Mais ce n'est pas pour la regarder dans le blanc des yeux, ce n'est pas pour lui faire les coups de yeux ou pour la narguer,
mais au contraire pour regarder dans le même sens qu'elle, simplement d'un point de vue différent. Raison pratique, maintenant pragmatique. Il y a 10 ans, à peu près 10 ans, un peu plus, un peu moins, un barreau moyen comme celui de Béthune pouvait vivre et fonctionner de très peu, voire de rien du tout, sans aucune structure particulière. Il lui suffisait au palais d'une salle, avec un point bâtonnier, si je peux dire. Une salle qui servait à la fois ou alternativement de vestiaire, de salle de réunion pour le Conseil de l'Ordre, de salle de réunion pour les assemblées générales, qui servait également, cet aspect des choses n'est certainement pas négligé, de lieu de discussion improvisé, qui servait également d'espace de détente. Et il lui suffisait également, parce qu'il n'avait pas de bibliothèque par exemple, il lui suffisait d'un droit de passage par la bibliothèque des magistrats. Quant au travail administratif, au travail de secrétariat, qui commençait à s'alourdir bien entendu, mais qui n'était pas encore considérable, il était fait de manière très artisanale, il était fait chacun chez soi. C'est le bâtonnier qui prenait son travail, qui le faisait chez soi, c'est le trésorier de même, c'est le secrétaire de l'ordre de même, ou telle bonne volonté qui acceptait le partage du travail. Le barreau pouvait fonctionner de cette manière. Mais très vite, et je dis bien très vite, car les choses sont allées selon une courbe parabolique croissant avec le carré du temps et des inconnus, si je peux dire, très vite, le barreau a craqué son gîte, si je peux dire, il a touché les murs, et il a fallu trouver au fil des années des solutions de désengorgement, mais ces solutions qui ne pouvaient être que des solutions provisoires. Car si le barreau a grossi, c'est pas sous l'effet d'une mauvaise obésité, mais c'est parce qu'il a grandi. Il a grandi dans le grand nombre. En 10 ans, puisque je prenais cette période de référence, le nombre des avocats au période d'études a augmenté de 50%. Nous sommes actuellement 62. Mais il a grandi aussi en mission, en responsabilité, en tâches. Et je vais vous donner dans quelques instants un rapide inventaire des choses que doit faire actuellement un barreau, un conseil de l'ordre, un bâtonnier. Et parmi cet inventaire, il y a un tas de choses qui sont à faire maintenant, mais qui n'existaient pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Alors il a fallu trouver des solutions provisoires. Ça a été par exemple, et tout cela, je le dis, je me plais à le dire aujourd'hui, tout cela ayant toujours été octroyé, concédé, donné par les magistrats, que je remercie en passant. Alors ce fut par exemple une salle au tribunal d'instance, lorsque le tribunal d'instance a été créé, une salle pour tenir plus correctement, plus convenablement les réunions du Conseil de l'Ordre. Ce fut ensuite le prêt d'une salle d'audience pour tenir les assemblées générales, et ce fut encore plus récemment, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus exactement, le compartimentage de notre vestiaire pour créer 2 box nouveaux, un box avec un module élémentaire de secrétariat, si je peux dire, et puis pour créer un bureau bâtonnier qui fasse un peu moins de points. Mais là aussi, les choses sont allées très vite, là aussi, ça s'est empli, et nous avons très vite touché les murs, et ça s'est empli comme certains services du greffe, comme certains couloirs du greffe, car on sait qu'il y a une crise du logement dans la maison de la justice, et lorsqu'on touche les murs, on ne peut pas aller plus loin. Par conséquent, cette maison d'avocat était devenue une nécessité. Le rêve est devenu une réalité, mais ce rêve, ce n'était qu'une nécessité vitale. Je vous ai fourni un inventaire rapide de ce que fait un conseil de l'ordre ou un bâtonnier entouré de son équipe. Je prends les grandes rubriques. C'est d'abord le travail que j'appelle d'ordre administratif, c'est-à-dire la prise de connaissance, l'instruction et les réponses à faire à tout ce que j'appelle les interpellations du bâtonnier. C'est ce qu'on appelle couramment les plaintes, même si ce ne sont pas toujours des plaintes à proprement parler, et qui viennent de tous horizons, si je peux dire. Ça peut être des problèmes à régler entre avocats, ça peut être des problèmes que soulève le parquet, ça peut être des problèmes, bien entendu, soulevés, des questions posées par les demandeurs de droit de justice, comme je les appelais tout à l'heure. Tout cela n'est pas nouveau, bien entendu, ça a existé il y a 15 ans, 20 ans, 50 ans, mais seulement il y a une chose nouvelle, c'est l'accroissement. Et là aussi, je reprends mon image, les choses sont allées selon une courbe parabolique. Et il y a actuellement un énorme travail à faire de ce point de vue. Je ne dis pas cela sur un ton de reproche, certainement pas. Je dis que c'est tant mieux, je dis que c'est fort heureux. Il en va de la transparence
de la clarté. Et il en va donc de la qualité de la défense. Alors, accroissement considérable. Là, c'est pas nouveau, mais il y a eu accroissement. Accroissement, deuxième rubrique, réunion commission. Là aussi, un conseil de l'ordre comme celui de Béthune se réunit automatiquement et nécessairement au moins une fois par mois. Alors, je sais bien, non plus, ce n'est pas nouveau. Il y a 10 ans, 15 ans, 50 ans, il y avait aussi des réunions du conseil de l'ordre, mais j'ai eu la curiosité au mois de novembre, c'est-à-dire pour préparer la fête du jubilé de l'un et de l'autre, de compulser les anciens registres des délibérations. Et j'ai eu la surprise de constater que certains conseils de l'ordre ne siégeaient pas forcément très régulièrement, mais surtout que les ordres du jour étaient relativement légers, et que l'essentiel de ces ordres du jour était constitué de matière disciplinaire. Alors fort heureusement, de nos jours, la matière disciplinaire a régressé, parce que les choses se sont améliorées, parce que bon nombre de problèmes se règlent avant la phase finale, si je peux dire. Mais les ordres du jour sont devenus de plus en plus copieux, de plus en plus importants, et les conseils de l'ordre sont amenés de plus en plus à réfléchir, à se poser des questions, à trouver des réponses, et donc à trancher énormément de questions à l'ordre du jour. Quelque chose de nouveau maintenant, c'est ce que j'appelle la concertation et le dialogue. Je suppose que ça a existé, mais c'est devenu de plus en plus institutionnalisé en quelque sorte, et surtout grâce à Monsieur le Président expert, Monsieur le procureur Sarcelet. Je sais, Monsieur le Premier Président, que cela n'est certainement pas pour vous déplaire, vous me l'avez déjà dit. Concertation permanente, ça veut dire que à chaque fois qu'un partenaire a une idée, quelque chose à dire, quelque chose à proposer, on en parle, on en discute, on se réunit, on travaille, on réfléchit. Ben, ça nécessite du temps, bien entendu, ça nécessite des réunions. Et c'est nouveau, et c'est tant mieux. Chose nouvelle aussi, assistance technique. Ça n'existait pas non plus il y a 15 ans, il y a 20 ans. Assistance technique, c'est quoi? Ben, c'est le fait que les barreaux reçoivent de plus en plus des notes, des mémentos, des ceci, des cela, des avant-projets. Et cela représente quelque chose de très important. Il faut bien entendu en prendre connaissance, essayer de comprendre, et essayer surtout de faire passer les messages. Assistance matérielle maintenant, et là non plus ce n'est pas à négliger, ça n'existait pas. C'est la mise à disposition des avocats, des confrères, des membres du barreau de certains moyens modernes pour mieux travailler. Bien entendu le téléphone, on ne l'a pas toujours eu. C'est la télécopie, c'est le photocopieur, et c'est aussi la bibliothèque. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avions pas de bibliothèque, et bien cette bibliothèque, nous l'avons à partir d'aujourd'hui. Trois choses là encore très nouvelles, fort importantes, fort lourdes, qui n'existaient pas. Gestion des timbres de plaidoirie, qui alimentent en partie les caisses de retraite. Cette gestion était faite auparavant par l'administration, par l'État, et puis ça a été transféré aux barreaux. Ce sont les barreaux qui le font depuis je ne sais combien d'années, je n'ai pas l'année en tête, mais c'est relativement récent, et ça représente, si on veut, si on souhaite le faire sérieusement, bien entendu, ça représente une gestion assez lourde. Vous avez en plus la gestion, là aussi extrêmement lourde, non pas difficile, mais délicate, pointue, où il ne faut pas faire de bêtises par définition. C'est la gestion de la CARPA, la caisse de règlement pécuniaire des avocats. Ce sont tous les comptes professionnels qui ont affaire des cabinets, mais c'est aussi la gestion des fonds séquestrés, des fonds consignés. Et à quoi il faut ajouter également, car ce n'est pas simplement une gestion numérique en quelque sorte, ou chiffrée, il faut ajouter à cela, c'est important, un contrôle permanent, ce qui fait la qualité, bien entendu, de l'institution. Dernière chose fort importante, fort lourde, et qu'il faut faire nécessairement, très sérieusement, ça existe depuis le 1er janvier 1992, c'est la gestion, bien entendu, de l'aide juridictionnelle, la gestion donc des fonds, non seulement des fonds, mais également d'autres choses, et je pense en particulier à l'intervention du bâtonnier, par exemple, ce n'est qu'un exemple, l'intervention systématique du bâtonnier dans toutes les conventions d'honoraires en matière d'aide juridictionnelle participante. Vous voyez donc tout ce travail dont la plupart n'existaient pas il y a 10 ans, il y a 15 ans, ben, il faut le faire maintenant, et il n'est pas question de le bricoler. Il faut absolument le faire sérieusement, et pour le faire sérieusement, il n'y avait plus d'autre solution que d'avoir de l'espace, que d'avoir du matériel,
que d'avoir du personnel. J'en ai terminé avec mon premier point, l'aspiration. Vous avez vu que l'aspiration n'était autre en définitive qu'une respiration de simple souffle. L'ambition, à partir du moment où le barreau décide de faire sa maison, comment faut-il la faire? Alors là, le barreau a dû réfléchir à certaines questions et trancher certaines questions. Cette maison, fallait-il la faire grande ou petite? Fallait-il la faire utile ou pas utile, fonctionnelle ou pas fonctionnelle, esthétique, pas esthétique, belle ou pas belle, etc., etc. Je ne vous donnerai pas, je ne vais pas trahir le secret des délibérations. De ce point de vue, il me suffit de vous inviter à regarder, à la regarder, à la visiter tout à l'heure, dans tous ses points et recoins. Elle est à vous pour ce soir, et vous vous ferez, bien entendu, votre opinion. Je dirais simplement une chose, c'est que le barreau se devait de faire une maison à la mesure de sa dimension. Qu'il devait également faire cette maison à la mesure de la dimension et de la qualité de la justice béthunoise. Béthune et tout le ressort, bien entendu. Alors, je n'en dirai pas plus sur une chose, c'est que le barreau de Béthune en est d'ores et déjà extrêmement fier, jusqu'aux limites de la prétention, devrais-je le dire. Le barreau en est extrêmement fier. J'espère simplement que la justice de Béthune en sera également fière. Car nous sommes sortis de la maison de justice, mais nous sommes toujours, bien entendu, encore plus, je dirais, dans la justice elle-même, bien entendu. Alors là, c'est l'ouverture, je vous ai dit que j'allais me répéter, et c'est l'ouverture, et c'est aussi des invitations. Cette maison peut dorénavant servir de cadre à toutes sortes de manifestations dont la justice serait le dénominateur commun. Il nous arrive, Monsieur le Président, de chercher des salles pour nous réunir tranquillement et discuter à l'aise. Cette maison est là dorénavant. Ça peut être toutes sortes d'autres manifestations, en caractère moins officiel, bien entendu, dès l'instant où la justice est le dénominateur commun. J'espère également, Monsieur le Ministre même, que la ville en sera fière. Cette maison n'est pas en l'air, elle est dans la cité. Et elle espère pouvoir jouer aussi son rôle dans la communauté civile. Il y a 1 an et demi, je pense que vous y assistiez, Monsieur le Ministre maire, lors de l'inauguration, lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Béthune, évoquant cette maison, ou le commencement du chantier en quelque sorte de cette maison que j'annonçais. Je pense me souvenir d'avoir une formule en disant que cette maison serait un outil formidable, bien entendu, pour les avocats, mais aussi, on l'espère, une nouvelle lumière dans la ville. Je sais bien que Béthune ne manque pas de lumière, bien sûr, donc une maison aura du mal à se faire une place, mais elle a l'ambition de commencer par être une petite lueur qui, on l'espère, grandira. Et là aussi, c'est l'ouverture, là aussi, c'est une invitation. Cette maison peut dorénavant servir de cadre à toutes sortes de manifestations sérieuses, bien entendu, mais elles le sont toutes à Béthune. Ça peut être des conférences, ça peut être des débats, ça peut être aussi des expositions. Comme vous le voyez, ouverture, cette maison est tout le contraire d'une maison fermée. Je n'ose pas employer une tête aussi. Cette maison est l'œuvre d'une équipe qui a été absolument formidable. Une équipe qui a mis du cœur, tout le cœur possible, tout le talent, toute la conscience. Une équipe qui est absolument digne d'éloge, et il me faut absolument en dire un mot, qui a fait un travail absolument remarquable, impeccable et un travail tout à fait loyal. Je n'hésite pas à dire que voilà des gens, des entreprises, des artisans qui font honneur à leur profession. Je leur adresse toutes les félicitations du barreau et tous les remerciements. À la tête de cette équipe et l'âme de cette équipe, Monsieur Jacques Cardon, architecte, qui a conçu, vous le voyez, un projet très original et ambitieux et difficile. Il n'a pas choisi la facilité car ce n'était pas simple de refaire en partant d'un bâtiment ancien. Il en a été donc l'âme, le maître de tous les instants. Il a suivi ce chantier pas à pas avec une intensité et un talent constant. Et je ne suis pas loin de penser, même si ce n'est pas peut-être vrai, je ne suis pas loin de penser qu'il y a mis tout le soin, la conscience, un soin, une conscience plus grand que s'il s'était agi d'un projet qui lui aurait été personnel. Il y a mis véritablement tout ce qu'il pouvait donner. Et ce, sans aucune défaillance
excusez-moi, Monsieur Carton, de rappeler cela, sans aucune défaillance, même lorsqu'un drame personnel est venu le frapper de plein fouet. Il était là, il a assumé. Mêmes éloges, bien entendu, à tout le reste de l'équipe qui a fourni un travail du meilleur aloi et d'aussi d'honnêteté. Donc félicitations et remerciements de même nature et aussi chaleureux aux entreprises Masson, Bridou, Anquet, Foucault, Seca, Isotoir, Razin, Bocquet, Moreau, Leclerc, Torel. Merci à tous et chapeau bas. Merci aussi à ceux qui sont passés après. Qui sont passés après parce que c'était l'ordre logique des choses. Une fois la maison faite, il fallait la meubler, il fallait l'équiper. Même remerciements et félicitations à la maison Cellier d'Arras pour le mobilier, à la maison Henri Julien pour l'équipement de la cafétéria, à la maison Calypso pour l'informatique, matériel et logiciel. Merci également, je ne peux pas m'empêcher de dire et d'en dire un mot. Merci à nos deux secrétaires. La deuxième qui est toute nouvelle et dont le poste a été engendré, nécessité par les nouvelles tâches dont vous parlez tout à l'heure. Mais surtout le premier, Monsieur Martin. Je sais bien, ça ne lui fait pas plaisir, il n'aime pas que son bâtonnier parle de lui, mais ça ne fait rien, je réglerai mes comptes après. Je ne peux pas m'empêcher de lui dire un mot à son intention, en disant simplement aujourd'hui que M. Martin est un secrétaire qui en vaut deux de qualité standard. Merci, je n'ai pas fini encore dans mes merci, car j'en ai plein le cœur et il faut qu'ils sortent. Les merci se bousculent. Merci à tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont aidés à régler, même très ponctuellement, un problème quelconque, même petit. Je n'oublie pas, Monsieur le Président expert, Monsieur le procureur Sarcelet, l'aide que vous avez tenté de nous apporter sur un point précis. Je n'oublie pas non plus, Monsieur le ministre-maire, l'aide que vous nous avez apportée également pour régler un problème ponctuel. On ne peut pas oublier cela. Merci également à tous les confrères, je ne vais pas les nommer, à tous les confrères qui, à un moment ou à un autre, ont participé à cette réalisation, qui ne sont pas spécialistes, bien entendu, mais qui ont passé du temps à s'interroger, à chercher, à regarder des plans, à regarder des devis, etc., qui ont échangé des idées et qui ont passé beaucoup de temps. Merci à tous ceux. Je viens d'énoncer un principe, selon lequel je n'allais citer personne. Tout aussitôt, je vais faire deux exceptions, bien entendu, sinon il n'y aurait pas de principe. Des remerciements particuliers à Monsieur le bâtonnier Fernand Blédrac. Il a eu la malchance, si je peux dire, parce que son bâtonnat a commencé alors que le projet était lancé et que son bâtonnat s'est terminé et alors que le projet n'était pas terminé. Donc il n'a pas les honneurs du début, il n'a pas les honneurs de la fin. Mais incontestablement, il faut lui rendre hommage, c'est sous son bâtonnat que le projet a été conçu, a été fignolé, si je puis dire, et puis surtout, il a maintenu la pression. Et il faut absolument donc en dire un peu. Le deuxième confrère que je veux nommer, que je veux signaler, et ce serait une injustice, une ingratitude, une goujaterie de ma part de ne pas le dire, c'est le bâtonnier qui, à la fin de son bâtonnat, a fécondé l'œuf, si je peux dire, qui a été l'artisan de cette réalisation d'un bout à l'autre, à tous les instants, qui a fait preuve d'une profusion d'idées. Et donc je ne peux pas m'empêcher de dire aujourd'hui que cette réalisation est incontestablement, pour bonne part, sa postérité. C'est le bâtonnier Philippe Leleu que je remercie donc quasi solennellement en ce jour. Ce jour est un grand jour, un jour absolument exceptionnel pour le barreau des Thunes, un jour absolument extraordinaire, je n'hésite pas à dire un jour quasi historique, tant pis si ça fait un peu bon, mais je le ressens comme ça. Car c'est une joie, bien entendu, de s'installer dans sa maison, dans sa nouvelle maison. C'est une joie également, un plaisir extraordinaire de recevoir des invités, des personnalités, des amis, des sympathisants. La présence de chacun de vous, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis sous une autre forme, la présence de chacun de vous est pour nous une noblesse, un honneur et une élévation. Alors je dois aussi encore, pardonnez-moi, déverser des merci, mais ils sont de bon cœur. Merci à ceux qui sont là, mais aussi à ceux qui ne sont pas là, mais qui m'ont écrit pour me dire qu'ils étaient désolés de ne pouvoir être des nôtres. Monsieur le ministre-maire de Béthune, bien entendu, et je vous donnerai la parole tout à l'heure.
Monsieur le sénateur maire de Ulysse, ne pouvant être des nôtres ce soir, mais il m'a été. Messieurs les deux sous-préfets, monsieur Canepa de Béthune qui est là, monsieur Sarton du Jonché de Lens, n'ayant fait part, alors qu'il devait venir, l'a averti avant-hier, qu'il avait un empêchement de dernière minute. Merci à messieurs les parlementaires, députés, sénateurs de la circonscription. Nous ne les oublions pas, d'abord parce qu'ils sont à l'origine de notre matière première, bien entendu, mais aussi parce que nous les avons beaucoup interpellés l'année dernière en particulier, et ils ont toujours été à l'écoute. Et personnellement, en tant que bâtonnier, il y a une chose que je n'oublierai pas, je ne sais pas s'il est là, je ne sais pas si je peux le nommer, peu importe, c'est pas le nom qui compte. Je me souviendrai toujours, c'était début 91, nous commencions à parler de la réforme de l'aide judiciaire, de l'aide juridictionnelle, et il y a un député qui a voulu voir le bâtonnier, qui est venu voir le bâtonnier, et qui a dit, voilà, on va discuter bientôt au Parlement de la réforme de l'aide judiciaire, je sais un petit peu ce que c'est, mais j'en sais pas assez. Expliquez-moi, dites-moi ce que vous en pensez. Comment ça marche actuellement, comment ça risque de marcher demain, donnez-moi votre impression. J'ai trouvé ça, je trouve toujours cela absolument suivi. Nos députés votent je ne sais combien de centaines de textes par an en tout domaine. Je ne suis pas certain qu'ils connaissent tous les aspects techniques sur le terrain des textes qu'ils votent. Voir un parlementaire qui se dit je vais être obligé de réfléchir sur un texte, je ne suis pas sûr de le maîtriser, mais je vais aller faire mon enquête sur le terrain, recueillir des impressions. Je trouve cela absolument formidable. Merci à, je ne pense pas qu'elle est là, mais représenter en tout cas le président du Conseil régional, monsieur le président du Conseil général étant excusé, monsieur le premier président, bien entendu, Combe de la Cour d'appel de Douai, monsieur le procureur général Basse de la même cour, bien entendu, monsieur le premier président, je sais que vous avez un faible pour Béthune, vous l'avez confié également, mais vous n'échappez pas à la règle. Quand on passe à Béthune, on ne peut plus l'oublier, on en a un petit morceau dans le cœur. Monsieur le président, expert, bien entendu, du tribunal de grande instance de Béthune, monsieur le procureur Sarcelet du même tribunal, mesdames et messieurs les magistrats du tribunal de Béthune, bien entendu, messieurs les présidents des conseils de tribunal, je ne sais pas si tout le monde est là, pardonnez-moi. Je vais inviter également, je ne sais pas si tout le monde est là, quelques magistrats restés à proximité, si je puis dire, qui sont passés par Béthune et dont on sait qu'ils ont conservé dans le cœur un morceau de Béthune et qu'ils restent également dans le nôtre. Et ça nous fait très plaisir. Messieurs les greffiers en chef, bien entendu, tribunal de grande instance et des tribunaux d'instance, des conseils de prud'homme, mesdames et messieurs, greffiers, personnel, votre présence importante n'est pas sans signification. Et je vous remercie, cela me touche beaucoup. Mesdames et messieurs les conciliateurs, et puis alors tous les gens avec qui nous travaillons, bien entendu, en permanence, messieurs les huissiers, les représentants des administrateurs judiciaires, des notaires, des experts, des enquêteurs sociaux, experts comptables, et toutes les autres personnalités. Je vais commencer sans doute à vous ennuyer si je continue ma liste. Mais un remerciement à tout le monde. Mes homologues bâtonniers, autres bâtonniers, 10 autres bâtonniers du Nord-Pas-de-Calais, président du centre de formation professionnelle, président de la conférence régionale des bâtonniers, monsieur Roger Vienne, bien entendu, qui va officier tout à l'heure, qui est vice-président honoraire de la Cour de cassation et qui est aussi président de la Cour d'arbitrage de l'Europe du Nord. Merci donc à vous tous. J'ai été long, pardonnez-moi, mais pour exprimer la chaleur que j'ai dans le cœur, je me devais donc de citer les principales personnalités. Je viens de citer quelques noms, je viens d'évoquer en tout cas quelques noms trop brièvement à mon goût. Mais tout aussitôt, je vais vous demander pardon. La présence de chacun de vous est un honneur, je l'ai dit, je me répète. Vous emplissez notre cœur, mais il y a parmi nous aujourd'hui 10 autres invités qu'il me faut absolument mettre à une place particulière pour lesquels il me faut ouvrir un second cœur, un cœur de secours en quelque sorte. En 89, il y a 3 ans, la France vient de fêter avec faste le bicentenaire d'une révolution qui fut un phare pour le monde, qui était encore au même instant à l'autre bout du continent une lumière pour des étudiants chinois qui barraient la route à des chars militaires. Entre ces deux extrémités, un bloc
finissait de se disloquer, de tomber, un mur tombé, un rideau de fer tombé, et parmi tous ces blocs disloqués, des explosions un peu partout, une soif, un appétit de liberté, de démocratie, trop longtemps contenu, explose. Toutes ces explosions nous ont interpellés. Mais il y en a une qui nous a interpellés de manière différente. C'est l'harmonie. Alors pourquoi nous a-t-elle interpellés de manière différente? Je n'en sais rien, les sentiments, ça ne se commande pas et ça ne s'explique pas. Mais il y a peut-être quand même des éléments d'explication. D'abord parce que ce sont des latins, nous sortons, eux comme nous, du même berceau latin. C'est la seule enclave, d'ailleurs latine, dans le monde slave. Sans doute aussi parce que nous avons découvert ou redécouvert en direct sur nos postes de télévision à ce moment-là qu'ils étaient très largement francophones, et ça nous fait toujours un choc, mais qu'ils étaient aussi surtout tous francophiles, et qu'ils ne pensaient qu'à la France, que pour eux, la France était la seule référence, le seul soleil. Alors, des élans de générosité se sont aussitôt portés vers eux, et les avocats n'ont pas été les derniers, les avocats ont fait ce qu'ils devaient faire, les avocats de France ont organisé une opération de parrainage des barreaux roumains par des barreaux français, Béthune n'a pas été le dernier. C'est ainsi que j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Monsieur le décan Olteanu et 9 de ses confrères qui nous viennent du barreau d'Olt. Ils nous ont invités au mois de décembre dernier, nous y sommes allés. Nous avons reçu là-bas un accueil, je l'ai déjà dit, excusez-moi ceux qui m'ont déjà entendu, mais je me répète, mais nous avons reçu un accueil absolument fantastique, phénoménal, excusez la pauvreté de mon vocabulaire, mais j'aurais souhaité avoir trouvé des mots encore plus explosifs, si je peux dire. Mais donc un accueil fantastique, car nous avons découvert, non pas ce que nous pensions, à savoir des cousins lointains, mais nous avons trouvé des frères, des amis profonds et des idolâtres de la France. Encore une fois, je me répète, à l'exclusion de toute autre référence. Il n'est pas question de leur parler de l'Amérique. Seule la France compte. La France est leur soleil. L'un d'eux me disait en descendant de l'avion mardi, je viens à la Mecque. J'aurais vu la Mecque, j'aurais vu Paris même de loin, et j'aurais gagné mon droit au paradis en quelque sorte. Seule référence donc du point de vue de la démocratie, seule référence du point de vue du tout. Alors nous les avons invités à notre tour, bien entendu. Je suis extrêmement heureux de les accueillir aujourd'hui et de vous les présenter. Ils sont venus voir leur soleil, ils sont venus toucher du doigt leur soleil. Nous ne vont en voir qu'un petit bout, bien entendu. Mais c'est pour eux quelque chose d'absolument fantastique. Ils vont repartir avec des images, je l'espère, des flashs, avec des sensations, qui, j'espère, les aidera dans leur pays à faire ce qu'ils sont à faire, c'est-à-dire la construction de leur démocratie. Mais s'ils sont venus chercher quelque chose, ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est qu'ils nous apportent à nous beaucoup quelque chose de très important. Ils nous apportent à nous le retour à l'unité, le retour à la réflexion essentielle, aux idées premières. Et ils nous apportent également une nouvelle amitié d'une nature extrêmement neuve. Extrêmement neuve. On n'était plus tellement habitués dans nos sociétés de consommation à ce type d'amitié, absolument phénoménal. Alors je les remercie, bien entendu. Ce sont nos invités de très grand honneur. Je leur souhaite, bien entendu, une bonne fin de séjour parmi nous. Je vais, dans un instant, passer la parole à mon homologue Dolt, parce qu'il a souhaité vous dire quelques mots. Et ensuite, ce sera l'allocution de Monsieur le ministre. Mais j'ai encore un dernier mot à dire, et je préfère le dire tout de suite, plutôt que de vous imposer une nouvelle intervention tout à l'heure. J'ai déjà été trop. Lorsque M. le ministre maire aura prononcé son allocution, la poitrine de l'un des nôtres, et non des moindres, va s'illuminer d'une distinction dans l'ordre national du mérite. C'est bien entendu un honneur qui rejaillit sur le barreau, qui rejaillit sur cette maison et qui rejaillit sur cette cérémonie. Monsieur le bâtonnier de Mons sait déjà tout le bien que le barreau pense de lui, car le barreau a déjà eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
Mais je me permettrai simplement de dire une chose, monsieur le bâtonnier de Mons, c'est que, à mon avis, à mon humble avis, c'est une injustice. C'est une ingratitude de vous avoir fait tant attendre pour vous remettre cette décoration. Je sais bien que vous n'entendiez pas cela, c'est une formule que j'emploie, bien entendu, que vous n'en faisiez pas, comme disait quelqu'un récemment, votre tasse beauté quotidienne. Mais j'estime qu'on vous a fait trop mal. Sachez, monsieur le bâtonnier, que le barreau, tout le barreau, conserve de vous une image extrêmement fraîche, extrêmement nette. L'image d'un homme, d'un confrère, plein de délicatesse, plein de pudeur. Jamais un mot plus haut que l'autre. Jamais un argument plus bas qu'un autre. Vous laissez toujours et vous laisserez toujours une image absolument exceptionnelle au barreau de Béthune, pudeur à ne jamais dévoiler vos arguments. Mais par contre, l'art de tordre le cou à l'argumentation de votre adversaire d'un mot, d'une formule, d'une plaisanterie ou d'un article inusité du code. Le barreau de Béthune, monsieur le bâtonnier, vous avez déjà consacré depuis longtemps, vous avez déjà décerné depuis longtemps le mérite. En réalité, aujourd'hui, ce n'est qu'une ratification de simple justice. Cela n'enlève rien, bien entendu, à la chaleur de nos félicitations. Et vous avez d'ailleurs, aujourd'hui même, un mérite supplémentaire, un mérite pour nous extraordinaire, c'est de nous avoir ramené une autre grande figure du barreau de Béthune, monsieur le bâtonnier Émile Thierry, qui nous fait un plaisir absolument immense, dont la présence nous est autant délicieuse que précieuse. Avant de passer la parole à monsieur le ministre-maire, je vais inviter monsieur le décan à venir dire quelques mots puisqu'il en a exprimé le désir. Chers amis, nous sommes heureux et honorés de donner suite à votre invitation. Nous avons attendu avec joie et impatience enfantine à vous recevoir en qualité d'amis, mais en même temps avec un désir ardent de connaître votre pays, la ville où vous vivez et où vous travaillez. Nous désirons que vous sachiez que pour nous, les Roumains, la France a été et elle est encore notre grand ami. Des liaisons d'amitié et surtout des liaisons spirituelles nous ont unis depuis longtemps avec le peuple français. Maintenant, je n'ai pas d'intention de faire de l'histoire, car probablement ce n'est pas le ça. Mais il faut que je vous dise que la grande révolution française et celle de 1848 ont énormément influencé le cours de notre histoire. Toutes les idées généreuses venues de France ont eu un grand retentissement dans le développement de notre État. Pendant la Première Guerre mondiale, la mission française nous a aidés sur le plan militaire, social et dans le domaine de la santé. Ce n'est pas par hasard que chez nous, à Bucarest et dans d'autres villes, certaines rues portent des noms illustres. Général Berthelot, Edgar Quinet, Maréchal Foch ou Jules Michelet. Toute notre littérature d'entre les deux guerres porte l'empreinte des courants littéraires de votre pays. Et puisque nous sommes des juristes, hommes de loi, il faut que vous sachiez que notre code civil est la copie fidèle du code de Napoléon. De même tout, notre droit civil, commercial et même pénal se sont inspirés de votre législation. Nous connaissons vos grands théoréticiens dans ce domaine et nous savons tous combien nous vous sommes obligés. En 1949,
immédiatement après la Révolution de décembre, qui nous a libérés du régime totalitaire communiste, la France, notre grande amie, a été la première à venir à notre secours. Et à présent, vous nous avez assisté en nous envoyant des aliments, des médicaments, des outils sanitaires, des livres scientifiques, etc. C'est pourquoi, aujourd'hui, quand nous sommes ici, quand nous sommes venus chez vous, nous nous réjouissons beaucoup et nous vous remercions avec reconnaissance de nous avoir offert la possibilité de vous voir chez vous et aussi de participer à l'inauguration de la Maison des avocats. Nous pouvons dire, en toute modestie, que nous garderons un excellent souvenir de ce moment. Merci. L'ensemble des magistrats et des avocats et saluer chacun d'entre vous. Après avoir entendu votre bâtonnier, nous pouvons simplement constater que l'oratoire, le vocabulaire, la force, la conviction peuvent très facilement rivaliser dans une société de l'image, n'est-ce pas, Maître Philippe Leleu? À cette occasion, je voudrais rendre hommage, témoigner de l'importance de notre tribunal dans la ville de Béthune, de la justice dans notre cité, en particulier de rendre hommage à la force avec laquelle les uns et les autres, originaires de 2 arrondissements, de Lens et Béthune, avez su garder votre unité, montrant peut-être le chemin de la sagesse par rapport à d'autres activités professionnelles ou économiques. Car aujourd'hui, à l'heure des grands ensembles, en particulier à l'heure de l'Europe, je reste convaincu que la force, le rassemblement des hommes, la puissance, l'attractivité sont des éléments pour gagner, tout en permettant, bien entendu, une justice de proximité. Je n'ignore pas que dans quelques mois, à Hénin-Beaumont, une maison de la justice sera ouverte, ce qui prouve le souci du gouvernement de la République de mettre la justice au plus près des citoyens, sans pour autant garder, conserver la force fédératrice. La justice, ce n'est pas à vous que je l'expliquerai, même à nos amis roumains, que je salue tout particulièrement dans notre ville, est un monde complexe et que chaque citoyen, peut-être encore plus dans cette période de mutation, ressent la nécessité, alors qu'il y est confronté, de bénéficier d'une assistance, d'un guide, en fait d'un avocat. C'est vrai que le Parlement, je n'oublie pas que j'ai été parlementaire pendant 10 ans, où chaque député souhaite, bien entendu, attacher son nom. Un projet de loi, qu'un gouvernement, qu'un ministre lui-même. Je ne dis pas que moi-même, je suis l'auteur de loi, mais je crois que peut-être nous travaillons trop dans ce domaine et que parfois, en mettant au vote, au suffrage du Parlement une nouvelle loi, on oublie peut-être de nettoyer des lois anciennes et qui ainsi
donne une impression de confusion, mais vous, avocats, êtes là pour éclairer. Le fonctionnement des institutions judiciaires est souvent méconnu, long, et parfois la révolte l'emporte. Et l'élu que je suis, le maire que je suis, à l'écoute de mes concitoyens, parfois est obligé de calmer l'impatience d'un certain nombre de ses concitoyens face aux lenteurs, discussions. Et quand ce midi encore, à la télévision, cette lucarne magique où l'on montre, mais très rapidement, mais avec la force de l'image qui arrive à 13 h dans le foyer, un justiciable, comme vous n'aimez pas le dire, confronté à la justice en voyant sa maison s'effondrer chaque jour, et qui ne comprend pas, alors qu'il faut bien entendu jurisprudence, confrontation, expertise, contre-expertise, mais c'est son argent et il ne comprend pas facilement combien les arcanes de la justice sont difficiles à emprunter à un véritable labyrinthe ou l'individu que nous sommes. Nous sommes prisonniers de notre ignorance. Je pense que malgré tout cela, notre justice est humaine. Il ne s'agit pas d'une science exacte où les règles sont définies par des postulats contrôlés et vérifiés. Je ne ferai que rappeler Goethe qui disait que pour bien juger, il faut avoir les deux oreilles semblables. Je crois que dans ce cadre, déterminant est le rôle de l'avocat. Votre profession est parfois plus difficile à vivre dans une société hyper sophistiquée, hyper médiatisée, où vous devez faire respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1789, car c'est là aussi, et vous l'avez rappelé, cher monsieur, l'essence même de notre pays, et je crois que c'est encore aujourd'hui plus vrai. C'est là le message que la France doit porter à travers le monde, et c'est le message que nous portons en Yougoslavie ou au Cambodge, où nos soldats sont des soldats de la paix, des droits de l'homme et du message de la Révolution française. Cette maison de l'avocat, qui permet de regrouper, comme vous l'avez rappelé, en un lieu unique, les services de l'ordre des avocats, est un outil local, performant, bien entendu, adapté aux nouveaux besoins, tant de votre profession que du public. Je n'ignore pas que lors d'une visite du tribunal d'instance, toujours lui, Maître Bleu, m'avait tiré par la manche pour me montrer des conditions difficiles de lesquelles vous exerciez vos activités à l'étroit. Je vois que l'initiative, j'ai compris tout à fait le message du père qui est de cette maison de Philippe Lebleu, et je comprends tout à fait qu'il ait agi, qu'il ait pris l'initiative et qu'il ait permis à chacun de réussir, puisqu'il s'agit, vous l'avez rappelé, monsieur le bâtonnier, d'une œuvre commune. Cette installation aujourd'hui permettra, j'en suis convaincu, un rapprochement du justiciable et de l'avocat, car il s'agit d'un lieu hautement symbolique des libertés. Je crois que vous l'avez très bien illustré. Il s'agit d'une flamme nouvelle dans la ville de la liberté. Les moyens humains, techniques que vous mettez en œuvre, j'en suis persuadé, conforteront votre rôle, celui de médiateur, de garant des défenses des droits individuels de chaque citoyen. Cette mission vous est confiée. Vous l'accomplissez quotidiennement, non seulement dans le cadre de vos activités, mais vous l'exportez notamment, vous nous l'avez rappelé, et vous l'illustrez aujourd'hui, cher monsieur, dans les pays de l'Est de l'Europe, si vous me permettez l'expression. Les avocats humains sont donc accueillis dans notre cité. Cela est un fleuron supplémentaire, et nous vous le devons
nous le devons à votre initiative. Et je sais qu'ils ont été accueillis en cette semaine au sein de notre hôtel de ville. Je crois qu'aussi l'expérience mutuelle est le symbole d'une volonté, faire de cette maison des libertés et de la justice un visage humain, un lieu de référence. Les représentants de ces pays qui cherchent de nouveaux repères, les jalons de la démocratie seront, j'en suis persuadé, enrichis, M. Bâtonnier, mesdames et messieurs les avocats, de vos initiatives. Je voudrais aussi m'associer aux propos que vous avez tenus à l'égard de l'architecte, qui a fait là œuvre enrichissante pour notre cité. Vous savez combien au niveau de l'architecture je suis sensible, car je crois que c'est aussi par l'architecture que l'on mérite vers le sens du beau concitoyens, et notamment des plus jeunes d'entre eux. Donc félicitations à M. Gardon pour le travail réalisé et bien entendu à son équipe. D'autant que la période dans laquelle il a exécuté le travail n'est pas une période facile pour lui. Je voudrais à mon tour conclure, mais auparavant rendre hommage au bâtonnier Louis Demont, qui est honoré par ses collègues. Saluer aussi, bien entendu, le bâtonnier Thierry, que nous retrouvons ici dans notre cité. Le travail que vous avez accompli. Au fond, porte-parole des faibles, car c'est cela, à mes yeux d'abord, l'avocat. C'est être la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Je crois que c'est cela, d'abord, le rôle de l'avocat dans toutes les situations. Et on sait combien les périodes difficiles, les avocats courageux, qui n'ont pas mis genou à terre, comme les magistrats qui n'ont pas mis genou à terre, ont su relever la dignité de notre pays. Voilà, mesdames et messieurs, monsieur le bâtonnier, monsieur le Premier Président, ce que je voulais évoquer. Il s'agit aujourd'hui d'une journée faste, non seulement pour la justice à Béthune, pour vous-même, vos collègues, mais permettez de m'y associer pour l'ensemble de la ville de Béthune. Voilà, maintenant je donne les questions entendues à des grands de dernier. Oui, pardon. Il va vous donner quelque chose. Je suis encore plein de minutes. Oui, pardon, excusez-moi, je vais aller trop vite. Mais maintenant, donc, monsieur Roger Vienne va remettre à monsieur le bâtonnier Louis Demont les insignes dont je vous parlais tout à l'heure. Je donne les insignes. Monsieur le Béthune, nous allons remercier d'avoir songé à joindre les deux cérémonies d'aujourd'hui. Ce qui nous donne l'occasion de reprendre le contact avec la famille judiciaire de Béthune. La famille du judiciaire de Béthune, au sein de laquelle j'ai passé 4 excellentes années de ma vie. Et j'y ai apprécié vraiment profondément le caractère familial du monde judiciaire de Béthune qui existait de mon temps. Et je pense, monsieur le bâtonnier, que cela a persisté. Merci par conséquent encore de me donner cette occasion de revoir les avocats de Béthune. Pas tous, hélas, parce que je viens d'apprendre que l'un d'eux, peut-être la camarade de faculté, vient de quitter. Merci encore par conséquent de m'avoir donné ce plaisir.
Monsieur le bâtonnier, en ces jours du dernier Noël, vous m'avez causé, vous avez apporté une double chose. La première, bien entendu, madame, est celle que tous vos confrères, tous les magistrats, tous vos clients, par conséquent, vos amis, ont éprouvé en apprenant la haute distinction qui venait, vous l'a dit, un peu tardivement, de vous être décerné à l'occasion de votre admission à l'honorable. Vous avez fait sagement, vous avez très prudemment préparé votre vie professionnelle, notre propre vie professionnelle qui est d'ailleurs traditionnelle dans votre famille, nous en reparlerons. Vous avez fait d'excellentes études secondaires, puis par la suite des études brillantes, des études supérieures brillantes, si bien que le 11 juillet 1904, vous avez prêté serment. Vous avez prêté serment devant la cour d'appel de Douai, et ce le même jour que un autre maître du barreau, le bâtonnier Paul Lac. Vous avez donc été inscrit immédiatement au stage, et à ce moment-là, vous êtes consacré essentiellement à ce moment-là aux tâches du barreau, sans négliger d'ailleurs les études théoriques, puisque en 1928, vous avez passé brillamment une thèse pleine d'intellectualité locale et pleine à l'heure d'actualité, s'il s'agissait d'une thèse dont le sujet était la commercialisation de l'exploitation des mines. Cependant, il reste que c'est à votre activité professionnelle que vous avez consacré le meilleur de vous-même. Je vous reprends. En 1976, vous aviez, par conséquent, prendre 2 ans d'exercice de votre profession. Et c'est alors que je vous ai connu lorsque j'ai accédé à la présidence de ce tribunal. C'est alors que j'ai eu le plaisir d'apprécier le monde est profond, l'excellence de l'art et de l'évolution. Quant à vous, vous ignorez les effets blanches et encore plus les effets de bois. Vous avez un dossier, c'est-à-dire un exposé complet, précis, exact des faits de la cause, et de ces faits, vous tirez des conséquences juridiques avec une rigueur telle que en se demande comment vous voit le donner. Quand on n'avait pas votre plaidoyer, les conditions toujours prononcées, qui soit égal, modéré, et n'avait pour ça, en réalité, que de mettre en exergue les points principaux de votre, les points principaux de votre argumentation. Alors la conclusion de l'ensemble, vous avez bien entendu, c'est que il fallait être vraiment obtus pour ne pas se donner raison. Vous allez me dire sans doute qu'il m'est arrivé que je n'ai tort. Je dois vous dire que j'ai toujours eu beaucoup de peine, parce que, vous
terme, c'est-à-dire beaucoup de difficultés, mais aussi beaucoup de refus. Oui, mon désesprit pourrait dire qu'en réalité, votre succès était facile. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, la profession d'avocat est traditionnelle dans votre famille, et par conséquent, vous n'auriez eu que les traces à suivre. En effet, votre cabinet est fondé en 1870 par votre grand-père paternel, Oscar Bigot. Il a été inscrit au tableau de notes pendant 55 ans. Et parle à la main. En 1896, votre père, Félix Lemont, devient son collaborateur et il lui succède par la suite. Et il passe à lui. Il a été inscrit au barreau. Et vous vous êtes fait un prénom. Mais votre père avait su, lui, se faire un nom. Et d'ailleurs, il faut constater que dans votre lignée, on est assez peu respectueux parce que de vos pères, c'est votre fille et votre gendre qui ont relevé le flambeau, si elle doit être relevée, et ils sont assistés par votre petite fille, Virginie, qui vient de se faire inscrire au barreau elle aussi. C'est toujours un honneur d'être choisi pour remettre une distinction de ce genre à quelqu'un. Et je réfléchis quant à moi tout à fait. Cependant, je me demande si votre choix n'a pas une portée un peu plus grande. En effet, c'est un magistrat, vous avocat, que vous avez demandé de remettre la haute distinction qui vient de vous être attribuée. J'y vois un sabre. Je vous permets d'y voir un sabre. Est-ce que, au-delà de nos deux personnes, votre geste n'a pas eu une signification un peu plus, une portée un peu plus grande? Victor Hugo, l'un de ces grands moyenâgeux, dit que parle du pape et de l'empereur comme ces deux moitiés de Dieu. Je pense que nous, magistrats, vous, avocats, nous sommes les deux moitiés de la justice. Et je pense par conséquent que celle-ci survive au milieu des difficultés qu'elle connaît actuellement, il est indispensable que nous continuions à rester unis et il faut que ces deux moitiés ne soient jamais séparées. Mais enfin, j'en ai trop dit et je vais avoir maintenant la joie ultime de vous remettre la croix d'officier de l'ordre du pays. Louis de au nom du président de la République, je vous prie d'officier de l'ordre national du pays. Le 30 avril 1956, vous êtes installé à la présidence du tribunal de l'étude, résidence que vous exercez 4 années, avant celle du tribunal de Lille, de la Cour d'appel de Lille
et de la Chambre commerciale de la Cour de cassation. À votre première audience de référé, je me présente dans un litige entre voisins. Vous nous renvoyez au principal par une décision judicieusement motivée dont je me souviens. 36 ans après, vous remettez la croix de vérité. Je vais vous faire un aveu. Je me suis inscrit au barreau à 19 ans en préparant le notariat, pour lequel j'ai suivi le stage, jusque et y compris l'examen principal clef devant la Chambre des notaires, tandis que je soutenais ma thèse de doctorat à la faculté de Lille. Je n'avais pas l'âge requis pour reprendre une étude de notaire. Le destin entre par la porte qui est ouverte, dit un proverbe chinois. Il était écrit que je serais avocat, je l'ai été 65 ans. J'ai eu toutes les satisfactions que la profession peut apporter, au prix de repas minutés entre des audiences qui se chevauchent, des week-ends sacrifiés à la préparation des dossiers, des vacances écourtées par des fixations intempestives. Ces contraintes atteignent l'épouse de l'avocat. Et je dois dire que ma chère femme, Elisabeth Fontaine, les a partagées avec une compréhension et une bonne grâce toujours égales. Elle a part entière au mérite qui m'est aujourd'hui reconnu. Finalement, j'ai échangé le titre de doyen de l'ordre contre celui d'avocat honoraire. Mon départ du barreau, ça a eu lieu dans le même contexte familial que mon arrivée. 3 générations se trouvaient réunies. En juillet 1924, c'était mon grand-père, le bâtonnier Oscar Dupuis, inscrit depuis 1870 et qui plaida les premières affaires d'affaissement minier. Mon père, le bâtonnier Félix Demont, qui joignait une grande puissance de travail à une connaissance parfaite du droit. Et le petit-fils, Louis Demont, s'inscrivait au stage à côté d'Émile Thierry, dont je souligne la présence qui m'est extrêmement sensible. En décembre 1989, le petit-fils étant devenu le grand-père, c'était le bâtonnier Louis Demont, qui a eu l'honneur de concourir à la justice non seulement comme avocat, mais aussi commissaire du gouvernement au tribunal des pensions et juge de paix suppléant. Le bâtonnier Philippe Leleu, ancien président de l'Association française des centres de formation professionnelle du barreau, et maître Michel Leleu, administrateur de la Caisse nationale des barreaux français, et la petite fille, maître Virginie Leleu, titulaire d'un DEA de droit international privé, brillamment acquis en Sorbonne, et qui s'efforce de concilier ses obligations professionnelles avec les soins maternels à 2 charmants bambins, Félix et Sylvain, mes arrière-petits-enfants, que ma vue fatiguée m'a encore laissé le plaisir d'admirer. Je suis au bout du chemin. Je garderai le souvenir de votre présence en témoignage d'estime et d'amitié. Merci. Cette fois, vas-y, Jean. Maintenant, je peux vous fixer les problèmes.
qu'il y avait une dame là-bas. Ils sont au soleil là, ils sont dans leur soleil là. On part avec les enfants. Seulement pour les enfants. Ce soir, les avions, nous avons seulement c'est la chambre.
Ah, ça y est. Ah, Lisiane sur la photo. Ah, ça y est, ça recommence. Ça continue. Là, tu vas leur reprendre. Jean-René, là, tu vas leur reprendre. Alors, reprends. Ça recommence. Bon, c'est génial, ça recommence. Ça reprend. Mai bine îi le dăm lui. Eu nu i-am dat să Moi, pas du tout. Lui, je sais qu'il faut lui dire. Tu peux lui dire. Je fais rien, je regarde, cette beauté, Anthony, on a des problèmes.
monsieur, je suis désolé, il suffit. Non, mais... Une seconde, Maître Moité va sous la gloriette. Ah oui, il est là. Moi, je veux une photo sous la gloriette, j'ai beau tricot. Alors ça, c'est un scoop. De Francis Moité sous la gloriette, c'est un scoop. Ta fille, Thierry. Et oui, Jean-Michel. Tous ceux qui ont voté contre la gloriette. Bravo. Ah voilà. La gloriette. J'ai dit, j'ai demandé un cadeau pour votre membre. Elle a dit ça. Tout mon membre. Non, j'étais là. Elle a dit, j'ai demandé un cadeau pour votre membre. Ah, il fait la gueule. Il veut pas se montrer, hein, Francis Moité. Là, je pense que sa chevelure, Gérard. Eh oui, Abel Chémeau.
manque plus que Philippe Leleu. Ça, Madame Simon, mais avec Madame Laquette. Bon, allez, Alexandre, qu'est-ce que c'est allé faire là-bas? Madame, je vous ai déplacé toute sa famille.